Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et donc, en fait, on essaie de marier les deux et on se dit, faire une expédition, c'est un peu la clé du truc parce qu'on fait un bateau laboratoire qui embarque des solutions techniques. Donc, on les sort des garages, en gros. On les sort des programmes de recherche dont peu de gens entendent parler et on les met en lumière en faisant naviguer ce bateau-là et en formant des gens, en faisant des campagnes à chaque escale dans les zones les plus touchées par cette pollution. Et je suis ravi aujourd'hui de vous partager cet épisode dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston est le premier événement caritatif qui rassemble des podcasts francophones. Nous sommes plus de 450 podcasteuses et podcasteurs entre le 25 et le 31 mars à tendre nos micros à des associations et des ONG. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Deschelotte, cofondateur de Plastic Odyssée. Plastic Odyssée, c'est une aventure de dingue créée par Alex et Simon, avec entre autres ce bateau qui navigue depuis octobre 2022 dans les régions les plus touchées du globe par la pollution plastique. C'est une équipe motivée, déterminée et engagée qui déniche des solutions low-tech, accompagne les populations qu'ils rencontrent, on crée une école, ramasse et transforme les déchets plastiques. Bref, c'est un tout assez génial. Alors Alex me raconte dans cet épisode son parcours, puis l'aventure Plastic Odyssée avec ses hauts et aussi ses quelques bas. Alors embarquez avec nous le temps d'un épisode pour découvrir leur expédition. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Alex. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation et cet échange. Très content de te recevoir sur le Pompon. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, du coup, moi, c'est Alexandre ou Alex. Je suis né à Bordeaux. J'habite Bordeaux aujourd'hui, mais entre-temps, je suis parti à Marseille faire mes études où j'ai fait l'école de la marine marchande. Une école qui forme les officiers de tous les bateaux qui ne sont pas les bateaux militaires, en gros. Donc, ça va du yacht jusqu'au cargo. De la CMA-CGM. Ouais, porte-containers énormes, etc. En passant par les navires à passagers. Ouais. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai pas du tout fait ça. J'ai monté un projet avec un copain de promo. Ouais. Donc, on est deux à être partis dans cette aventure-là. Partie de cette école qui était un peu une niche, en fait, finalement. Ouais. Et pour monter, un truc quand même pas trop éloigné, un tour du monde pour lutter contre la pollution plastique et un tour du monde en bateau. Voilà. Yes. Direct, ça c'est Green Active ou on n'y est pas encore là ? Pas du tout. Green Active, c'est un peu avant. Ok. C'est ça qui... Green Active, c'est une première asso que j'avais montée. J'étais encore étudiant. Donc, en fait, juste avant Plastic Odyssée. Et le but, c'était... Je m'intéressais déjà au recyclage, c'était de faire du recyclage innovant. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas encore... c'était vraiment le début des technos low-tech qui permettent de recycler dans ton garage. Ça n'existait pas encore vraiment. Mais du coup, c'est un peu pour ça que Simon, mon associé, m'a dit en rentrant en embarque, en fait, tu bosses sur le plastique. Moi, je reviens d'une expé, il était avec Nomade des Mers, avec Corentin. Yes. Avec Coco. Ouais. Je crois qu'il avait fait un embarque au Maroc. Ouais. Maroc-Sénégal, il avait fait. Ok. Et donc, une expé qui développe des low-tech en général et qui les applique sur l'écosystème qui est le bateau. En gros, c'était un catamaran à l'époque. Ouais. Et en fait, l'avantage d'une expé pour parler d'une techno, c'est que tu la sors d'un garage et que du coup, tu peux attirer le regard, rencontrer les gens plus facilement. Ouais. Et donc, fort de cet apprentissage-là, il est revenu en me disant tu travailles sur le plastique, il faut que... Enfin, tu t'intéresses au plastique et il faut qu'on monte un truc ensemble. Par ailleurs, on était quand même très potes. Ce qui aide. Ouais. Et on avait fait un peu les 400 coups de l'entrepreneuriat ensemble, ce qui n'était pas très commun dans notre promo. C'est plutôt une école qui te forme sur un truc très très particulier, manœuvrer des bateaux de 200-300 mètres. Et il
y a peu de gens qui faisaient autre chose que ce qu'on leur demandait à l'école. Du coup, nous, on se retrouvait en fait assez peu nombreux à s'intéresser à d'autres trucs pendant nos cours finalement. Ouais. Donc en fait, on était au premier rang, mais on faisait toujours deux trucs en même temps, suivre le cours. Je vais dire ça comme ça, pour mes profs qui m'écoutent. Et surtout, monter des projets de start-up, d'assaut. Voilà. Du coup, on était un peu les extraterrestres de cette école. De l'école, carrément. Et alors, ce lien, parce que tu parles déjà de recyclage et tout, ce lien avec le plastique, j'ai envie de dire, il vient d'où? Enfin, à quel moment est-ce que vous avez tous les deux genre un déclic ou un truc qui fait que en fait, vous vous dites, attends, mais c'est vers ça qu'on va aller et pas juste faire des piloter, je sais pas quel est le terme exact, mais être capitaine n'importe conteneur, tu vois. Écoute, moi à la base, je voulais vraiment être marin. C'était quelque chose qui me travaillait depuis à peu près mes 15 ans. Donc, c'était vraiment une vocation. T'avais des gens dans la famille qui étaient marins ou pas Ouais, forcément? ouais. J'avais, alors, pas très proche, mais j'ai mon parrain qui était capitaine, mon cousin qui a fait cette école. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai connu. Parce qu'en fait, à Bordeaux, personne ne connaît cette filière-là. Donc, quand tu as ton conseiller d'orientation, tu dis je vais faire marine marchande. Il dit quoi? Et en plus, l'avantage, c'est que c'était alors, à l'époque, c'était. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Mais il y a. J'adore dans le non-verbal du. Oh merde. Ouais, faut pas dire ça. Je viens de dire à l'époque. Donc, il y a quelques années, c'était une école qui était sur concours uniquement. Donc en fait, t'avais pas tout le truc de post-bac, etc. Donc c'était un concours qui se passait avant même le bac, quelques mois avant. Et du coup, moi, je le préparais depuis la seconde, en gros. Je le préparais en faisant le programme un peu en avance. Pour essayer d'avancer le plus possible. Bon, je l'ai raté. Et donc, je suis allé à Marseille. Je suis parti à 17 ans à peine. Je suis parti de Bordeaux pour aller à Marseille et faire une prépa spécialisée là-dedans. Et donc, moi, je voulais vraiment naviguer parce que je pense que je suis bon dans ce que je fais quand je fais un truc qui est très lié avec ce qui me touche, ce qui me tient à cœur. Et la mer, ça, c'est un truc depuis tout petit qui vraiment me touche beaucoup. Donc la pollution, forcément quand tu navigues, tu es confronté à la pollution. Enfin, en fait, tu n'as même pas besoin de naviguer. Tous les gens qui ont mis la tête sous l'eau ou qui sont baladés sur les plages des bords de mer, même en France, ont été confrontés à la pollution plastique. Voilà, et puis en fait, moi, je dirais que le déclic, il est pas forcément directement sur le plastique. Je suis pas tombé un jour sur une bouteille sur une plage en me disant ça aurait été bien à raconter, mais c'est pas le cas. Le storytelling aurait été encore plus waouh. Ouais, mais c'est pas vraiment le cas. Par contre, je pense que Simon, ça a été le cas. Lui, il est revenu de cette expédition dont je parlais à Dakar en me disant mais en fait, Dakar, c'est une ville qui croule littéralement sous les déchets plastiques. La plage est envahie de déchets. Les pêcheurs pêchent du plastique tous les jours dans leurs filets et de moins en moins de poissons. Et pour autant, dans la rue, il y a une espèce de savoir-faire low-tech qui est incroyable. Tu peux tout fabriquer n'importe où dans la rue. T'as des gens qui fondent de l'alu, t'as des gens qui tournent avec des tours, faut voir les trucs qui tournent carrés. Et donc c'est un peu ce mix de dire en fait il y a du plastique, on connaît les solutions parce qu'on s'y intéressait depuis un moment. Il y a quand même des techniques qui méritent d'être vulgarisées pour pouvoir fabriquer des choses à partir de cette matière qui est en fait géniale et qui a le défaut de son avantage, c'est qu'elle dure très très longtemps, pour le réutiliser et éviter d'en produire de nouveau. Donc lui, il a eu vraiment ce déclic-là. Et moi, au même moment, donc j'étais au Havre en dernière année d'études. On a fait quand même, après Marseille, une année au Havre. Et moi, je venais d'être papa. En fait, donc j'avais 22 ans, je pense, 23 ans, assez jeune. Et je venais d'être papa, donc j'avais ma fille qui avait quelques mois. Et en fait, moi, le déclic, il a plutôt été de me dire, est-ce que vraiment je veux passer ma vie à pousser de l'eau pour favoriser la mondialisation, la globalisation du marché et la consommation, parce qu'en gros, c'est ça. Ou est-ce que je veux faire un truc qui a du sens et que je pourrais décemment raconter à mes enfants et laisser à mes enfants. Et en fait, pour moi, ça a été plus un changement de perspective, une prise de hauteur, en fait, parce que quand tu passes de étudiant où ta seule préoccupation de la journée, c'est où tu vas sortir le soir et à quelle heure tu vas te lever le lendemain, à papa, où en fait tu te dis, j'ai pris d'un coup une génération de
visibilité, tu vois. Ben, je me voyais plus faire un truc que pour moi, entre guillemets, gagner bien ma vie et me contenter, même si c'est un métier que j'adore, mais me contenter de ça. Du coup, c'est un peu comme ça que je me suis vu monter un projet sans partir en mer tout de suite, qui finalement m'a amené à partir en mer, mais parce que voilà, c'est quand même difficile à lâcher la mer. Donc voilà, on a monté ce projet-là en fin d'année 2016 au Havre en fait, sur les bancs de notre école et littéralement puisque on préparait les examens de fin d'études, donc les examens qui permettent d'avoir ton diplôme de capitaine limité, donc c'est le truc le plus important, et on préparait en même temps les slides de la conférence qu'on faisait le lendemain dans la même salle, dans l'amphi, pour lancer officiellement le projet. Du coup c'est comme ça qu'on a appris à communiquer, savoir expliquer le projet, aller chercher des gens pour se crédibiliser. Au début, c'est même pas aller chercher de l'argent, c'est aller se crédibiliser, rencontrer des gens. Donc, on a fait le tour des salons, on a fait. Je nous revois au salon nautique. Le salon nautique, c'est en décembre à peu près tous les ans. Et je nous vois aller au salon nautique. On avait fait 2 petits polos que j'ai toujours brodé par une brodeuse à la main au Havre. On avait acheté les mêmes polos à la halle, des trucs les moins chers, et on s'était retrouvé à poser des prospectus sur des tables au salon nautique et à s'éloigner, regarder les gens, qui prenaient la réaction des gens, tu vois, ils lisaient le truc et tout. Et en fait, le fait d'être deux, d'avoir les mêmes habits, tout de suite ça faisait équipe. Donc quand on parlait aux gens, on se mettait ensemble et ils disaient ah ouais, c'est sérieux. Voilà. Et bon, au-delà de ça, comme dès le début. Ouais. Mais au-delà de ça, après, c'est aussi pas mal de rencontres hyper clés, des gens qui te présentent aux bonnes personnes et qui croient en toi et du coup qui se portent un peu garant. Donc, je me souviens au début, il y avait Catherine Chabot. Très bien, qui a cru en nous très fort et que je remercie encore. Qui est députée européenne pour le coup et ancienne navigatrice. Exactement. Je l'avais interviewée au Wiz, alors tu vois, c'est quand elle était passée il y a 2022, enfin je sais plus, il y a 2 ans et quelques là. Ou avant, quand elle était passée au Palais de la Bourse. Elle est super. Elle est super et ça fait partie des personnes qui ont cru en nous dès le début et qui nous a présenté. Je crois que c'est elle qui nous a présenté à Mark Van Petegem, qui était un architecte naval, qui est un architecte naval. Ou l'inverse, je sais plus si c'est lui ou elle, mais en tout cas une bonne équipe parce que Mark Van Petegem c'est un des plus grands archi-navals de bateaux de course et un gars incroyable qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, il y a eu quelques rencontres comme ça qui en fait au fur et à mesure tu revois toujours les mêmes personnes aux événements. Catherine, je la croise encore à tous les événements auxquels on se retrouve, donc voilà, ça sert toujours, ça marche toujours. et alors vous partez avec quelle idée? Donc vous créez, donc comme tu dis, 2016 Plastic Odyssey. C'est quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est de se dire en fait il y a une pollution plastique qui est partout, qui submerge de plus en plus l'océan, mais qui pourtant est invisible. Et à ce moment-là, en 2016, on commençait à avoir des images un peu choc de tortues avec des pailles dans le nez, etc. Mais ça, en fait, c'est vraiment... Quand tu lis les études scientifiques, tu te rends compte que c'est une infime partie, c'est vraiment le bout émergé de l'iceberg de la pollution plastique. Donc, si tu en arrives à voir des pailles dans le nez des tortues et des déchets sur les plages, c'est que dessous, il se passe une catastrophe qui est assez violente, assez énorme. Et donc, c'est vraiment le dernier symptôme qui te montre que sous la mer, dans la mer, il y a des milliards de tonnes de plastique qui sont perdus à jamais. Et en gros, on évalue à peu près à moins de 1% du plastique en surface, ou retrouvé dans le plastique qu'on met dans l'océan, on en retrouve 1%. Au maximum. On en retrouverait 1% si on arrivait à scanner toute la surface des océans. Et donc, c'est 70% de la surface de la Terre. C'est littéralement impossible. Donc, on se rend compte de ça. Ça, c'est un peu un aspect qui est moins communiqué. On dit il y a beaucoup de plastique en mer. Et il y a eu à ce moment-là beaucoup de projets qui disaient on va le nettoyer. Forcément, tu dis il y a beaucoup de déchets. Super, on va le nettoyer. Et en fait, vu qu'il n'y a que 1% qui reste en surface, tout le reste coule, se fragmente en microparticules, rentre dans la chaîne alimentaire et tapisse le fond des abysses à moins 11 000 mètres. Forcément, c'est impossible. Donc, un peu frustré
de voir que des projets marchent très très fort en promettant l'impossible, c'est-à-dire nettoyer l'océan, on se dit il faudrait trouver un moyen de raconter cette histoire-là en ayant quand même une belle aventure à raconter. Parce que c'est toujours, en s'inspirant de Corentin, tu vois, de l'XP, c'est toujours plus simple de faire venir des gens pour visiter un bateau que de faire venir des gens pour visiter un garage. Et donc, voilà, en parallèle de cette partie déchets plastiques, on s'intéressait du coup beaucoup aux technos qui permettent de transformer le plastique facilement pour pour le réutiliser, quoi. Ouais. Et donc, en fait, on essaie de marier les deux et on se dit, faire une expédition, c'est un peu la clé du truc parce que on fait un bateau laboratoire qui embarque des solutions techniques. Donc, on les sort des garages, en gros. On les sort des programmes de recherche dont peu de gens entendent parler et on les met en lumière en faisant naviguer ce bateau-là et en formant des gens, en faisant des campagnes à chaque escale dans les zones les plus touchées par cette pollution. Ouais. Donc voilà, l'idée de l'expé est née de ça. C'est ça l'idée de l'expé. Alors je me souviens, je pense que dans peut-être les premières fois où nous on s'est rencontrés, le navire n'était pas encore là ou sinon il venait d'arriver, je sais plus. Il y a eu quelques péripéties quoi avant de l'amener dans l'eau. Oui, quelques-unes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de tout ça? Si on a 1h30. Non, en fait entre 2016, entre 2016 et 2019, on prépare le projet. Donc ça c'est à peu près le planning normal, tout se déroule comme prévu, enfin entre fin 2016, donc disons 2017-2018 on prépare le projet et donc on avait prévu dans notre planning 2 ans de préparation et 3 ans d'expédition, donc on avait vendu ça comme ça, un truc de 5 ans, donc on commence à chercher des financements et puis arrive la quête du bateau. Alors je passe une étape qui est assez importante mais qui était une preuve de concept en 2018, donc un an après le lancement. En gros, on se dit, on va faire une preuve de concept à petite échelle pour se crédibiliser parce qu'en fait, on n'est personne à ce moment-là. On n'a pas de contact, on n'a pas de famille, on n'a pas d'argent, on n'a rien et personne ne nous connaît. Du coup, à ce moment-là, on se dit, on fait à Concarneau. Ça aussi, c'est une personne qui nous a beaucoup aidé, Roland Jourdain, qui a un incubateur, qui a monté un incubateur avec Sophie, sa femme, à Concarneau, et un incubateur d'expédition, d'explorateurs. Les explorateurs 2.0, et il définit avec une phrase que j'aime bien, il dit que en gros on a dans les années, au 21e siècle, on a découvert toutes les terres qu'il y avait à découvrir, les îles qu'il y avait à cartographier, mais il reste des explorateurs qui partent à la recherche de nouvelles façons de vivre, de consommer, de trouver des solutions aux problèmes. Et donc il a monté une espèce de camp de base pour les expéditions comme ça. Donc en 2018, on est assez implanté là-bas et on se dit, il faut qu'on fasse à petite échelle ce qu'on veut faire à grande échelle plus tard. Donc au lieu de faire un tour du monde, on veut faire un tour de France. Et au lieu de faire un bateau de 40 mètres, on va faire un bateau de 5-6 mètres de long. Et du coup, on récupère des vieilles coques de Tornado. C'est un catamaran de course olympique. Et on le transforme en machine qui transforme le plastique en carburant flottante. Du coup, en fait, on l'appelle Ulysse, ce bateau-là, et en 6 mois, on fait cette première machine qui s'appelle la pyrolyse, qui est une des technos qu'on a identifiées et sur lesquelles on travaille, et qui a un peu l'effet wow, qui ramène les médias et donc qui fait parler de nous. Parfait. Voilà. Et donc ça fonctionne. Et donc ça fonctionne sur tous les plans techniques et puis communication, presse, puisque du coup en juin 2018, on baptise le bateau à Concarneau avec une ministre, Brune Poisson, qui est aussi une des personnes qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, parce qu'elle a cru en nous et qu'elle a déclenché un peu l'engouement médiatique autour de ça, et qui nous soutient, qui nous a soutenus pendant longtemps. Et donc, du coup, à ce moment-là, on se dit, voilà, on s'est fait un peu connaître, parce qu'avec ce petit bateau de 6 mètres, on avait fait tous les JT possibles des 6 chaînes, voilà. Et donc maintenant, on peut se lancer à l'assaut d'une expédition à l'échelle internationale, en disant voilà ce qu'on a fait avec un bateau de 6 mètres, voilà ce qu'on veut faire avec un bateau de 40 mètres. Et alors ce bateau de 40 mètres, justement, grosse aventure, voilà. Faut le trouver. Du coup, pendant 1 an, juste après ça, on se met à la recherche juste après ce Tour de France avec Ulysse, on se met à la recherche d'un bateau à la hauteur de nos ambitions. Et finalement, on se rend compte que c'est très très dur, ça court pas les fleuves, ça court pas les rues du tout, et en fait, on a un budget limité forcément, ce qui fait que
la cible pour nous, c'est un bateau âgé, mais si possible encore en service, parce que un bateau, ça perd énormément de sa valeur quand il n'est pas utilisé, quand il n'est pas exploité. Parce qu'il perd ses certifications. Donc après, en fait, il est difficilement réutilisable, même si en fait tout est en tas de fonctionnement. Donc on cible un peu cette catégorie de bateaux-là. On cherche un bateau entre 30 et 40 mètres. Et on commence à chercher un bateau pendant presque un an. Et très peu d'acheteurs, très peu de bateaux à vendre, ce qui fait que le marché est finalement très tendu. Ouais. Pourtant, il y a très peu de transactions. Mais donc, les bateaux sont quasi pas à vendre. Il faut essayer d'aller voir les propriétaires pour dire je veux l'acheter. Et comme il y a qu'un seul... le gars n'est pas vraiment vendeur et que toi, tu es acheteur avec ton enveloppe, les prix sont assez élevés. Ouais. Donc, en 2019, on trouve, chaud sur un autre pied, coup de foudre avec il s'appelait le Victor Hansen à cette époque-là. Et c'est un bateau de manufacture allemande, exploité par un armateur allemand et toujours en service. Donc au moment où on va le visiter, il est en Norvège, au Danemark, pardon. Ouais. Je crois que la première fois il est en Norvège, la deuxième fois il est au Danemark, et il navigue dans les mers du Nord, donc des mers un peu déchaînées. Ce qui a pour vocation de nous rassurer quand même. Et donc on décide de l'acheter après plusieurs expertises, plusieurs visites. Et donc en septembre 2019, on le ramène en France, on le change de pavillon, et il passe pavillon français. Et donc on commence les quelques travaux qu'on a prévus dessus, puisqu'en fait il navigue ce bateau. Donc on se dit pas grand chose à faire, il faut juste changer un peu l'agencement des pièces, parce que on veut, nous, il y a des grandes cabines et on veut faire une grande salle de réception, et à l'arrière on rajoute un pont extérieur pour protéger un atelier de recyclage qu'on va mettre. Donc super sur le papier, il y a 200 mètres carrés de place pour un atelier, et on a quelques travaux de rénovation à faire à l'intérieur, mais quand on l'achète, il est clé en main, c'est-à-dire qu'il y a la vaisselle, les rideaux, il y a même du café à n'en plus finir. Enfin, je me revois me dire c'est trop bien, parce qu'il y a rien à faire, on casse cette cloison-là, on en fait une grande salle de conférence et on part, quoi. Ouais. Donc on prévoit 6 mois de travaux, et finalement on est parti 2 ans après. Parce qu'entre-temps on a découvert en défaisant une des cloisons, démontant une des cloisons, que le bateau était bourré d'amiante. Et il faut savoir qu'on avait choisi celui-là parce que c'était le seul qui avait un certificat qui attestait qu'il n'y avait pas une goutte d'amiante à bord. Et c'était très rare pour les bateaux de cette époque, parce que justement c'était un truc qui était assez courant, un matériau qui était utilisé à l'époque. Donc c'est un bateau de 1973, voilà. Et donc la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure, surtout que on est vraiment très surpris, puisque on met notre main à couper que c'est le seul bateau allemand en plus qui a un certificat d'une société allemande qui dit qu'il a été testé, il n'y a pas d'amiante à bord, et on le paye très cher pour ça, en fait. Le propriétaire le négocie à fond, parce qu'il nous dit en fait des bateaux comme ça il n'y en a pas deux, et donc on le transforme, et là on se rend compte qu'il y a de l'amiante. Donc il faut imaginer que quand tu découvres de l'amiante dans un chantier où c'est pas prévu, tout l'équipage est protégé, donc s'en va, on sort l'équipage, on arrête le chantier, et de travaux de travaux simples, tu passes à un chantier de déconstruction totale, où tu envoies des gens genre des cosmonautes en aérie avec des masques dans le bateau pour tout enlever. Donc on a complètement désamianté le bateau, c'est-à-dire qu'on est passé de 2-3 cloisons à changer à 100% du bateau à refaire. Et donc tout ce qui était utilisable, les meubles, tout ça à la poubelle, et faut tout refaire. Et donc du coup, au niveau du coût et au niveau du temps, ça nous a vraiment mis du plomb dans l'aile. Donc c'était des années très très dures. Voilà. Et en fait, on a fait ce chantier-là, on a commencé à Boulogne-sur-Mer, on a continué à Dunkerque,
Et on a fini à Dunkerque ce chantier de réhabilitation du bateau. Et le jour du départ, du départ de Dunkerque, deuxième coup dur, coup très dur, c'est peu de le dire. On se rend compte qu'on a les résultats d'analyse des mesures d'épaisseur de la coque, donc le seul truc qu'on n'avait pas touché, et qui montre que en fait on n'a pas assez d'épaisseur sur la coque qui est usée à certains endroits. Mais c'est-à-dire qu'on s'en rend compte en un gars qui soude et il passe à travers la cloison, quoi. Donc très très compliqué. Et surtout c'est un endroit où c'est même plus une question d'argent, c'est juste technique. Est-ce que c'est réparable ? Est-ce que l'opération peut se faire ? Et ça, personne n'est capable de nous assurer qu'ils vont faire cette répa. Donc on fait le tour des chantiers en France. Et finalement, on trouve un chantier à Saint-Nazaire, Clem CFH, qui nous dit nous, on relève le défi, on est un peu spécialisé dans des problèmes comme ça. Et on essaie de faire cette répa. En fait, il faut imaginer que c'est à l'arrière du bateau, sous la voûte qui supporte l'hélice, l'arbre d'hélice. Donc c'est une partie très affinée, affûtée, donc très difficile d'accès, et surtout qui est stratégique. Donc un désaignement de 1 mm irrattrapable. Donc, du coup, on l'amène à Saint-Nazaire. Évidemment, on perd tous les permis de naviguer à ce moment-là. Donc on a une autorisation temporaire où on est en plein mois de janvier et on nous dit, les affaires maritimes nous disent OK pour rejoindre Saint-Nazaire depuis Dunkerque, donc quand même la Manche, Ouessant, etc. Mais il faut très beau temps, pas une vague, et il faut pas naviguer de nuit, donc s'arrêter tous les soirs dans des ports. Donc ce bateau-là que personne n'a jamais manœuvré, qui n'est pas encore habitable, en plein hiver, il faut lui faire 8 escales en Bretagne en plein mois de janvier. Et je me rappelle le 1er janvier du coup 2021, on a toutes les conditions qui s'alignent et là go et on fait un équipage qui est assez incroyable qui prend cette mission-là et qui fait ces 8 étapes. Moi, je suis allé rejoindre sur une, c'était assez incroyable. Donc le bateau arrive à Saint-Nazaire une quinzaine de jours plus tard, et on commence le chantier qui dure 6 mois, et qui finalement est rendu possible. Et jusqu'à la fin, on n'était pas sûr que ça allait marcher parce qu'il fallait vérifier les alignements à la fin. Donc jusqu'à la fin, on ne savait pas si on allait pouvoir partir en tour du monde ou abandonner complètement. Et voilà, évidemment, il y a plein de moments où on se dit c'est perdu, on perd pas la face vis-à-vis de nos partenaires, de la presse, etc. Mais on doute quand même beaucoup, jusqu'à se dire en fait on va peut-être acheter un voilier et puis partir avec juste quelques personnes et des containers via la terre. Enfin, on sait pas trop comment faire le truc, mais du coup en été 2022, on part, donc c'était 1er janvier 2022, on part de Saint-Nazaire pour aller à Marseille. Et ça, pareil, c'est une œuvre que j'ai fait avec mes enfants, je les ai emmenés. Donc Golfe de Gascogne, avec le descente du Portugal, avec je sais plus combien de genre 5-6 mètres de creux. Enfin, c'était vraiment très très sport. Pour la première fois, j'ai eu peur en bateau, alors que j'avais jamais eu peur, parce qu'en fait c'était moi qui avais poussé les calculs de stabilité à la fin pour que le truc soit accepté. Et je me suis dit mais attends, si j'ai fait une erreur de calcul là, je sais pas si le bateau va se redresser dans les vagues. Bon, évidemment, il y a des spécialistes qui ont regardé le truc, mais tu te dis bon là la responsabilité est très différente de celle que j'avais quand j'étais étudiant sur des bateaux. T'as aucune notion en fait de ce qui peut se passer mal. Là, tout le monde dépend de toi, et puis en plus j'avais mes enfants, donc j'avais mes enfants, ma femme, qui dormait dans les cabines en dessous. Et finalement, c'était une nave incroyable. On a passé Gibraltar. 2 jours après, on a eu une danse de cachalots autour du bateau, qui se sont mis à sauter autour du bateau. Enfin, un truc génial. Et ça, c'est en juillet 2022. Et en fait, on a pris le départ le 1er octobre 2022, donc 3 mois plus tard. Quelle aventure. Voilà. Et donc j'ai vu après, effectivement, donc depuis octobre 2022, donc ça fait 1 an et demi
je vais dire bientôt 1 an et demi, mais nous sommes Ça fait 1 an et demi. Ouais. Ça fait 1 an et demi que le bateau parcourt le monde. Ce qui est assez dingue de faire toutes ces escales-là. Et donc, est-ce que tu peux, hein, tu vas pas toutes nous les raconter, parce qu'il y en a plein, il y en a déjà eu plein des escales, mais est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes et concrètement, quand voilà, à la fois le bateau navigue et en même temps quand il va poser l'ancre quelque part, qu'est-ce que vous faites concrètement? Puis là, il y a une dernière expédition qui a été aussi assez chouette, si tu veux bien nous la raconter. Mais ouais, quand vous partez, vous allez commencer à faire quelques escales et voilà, et que faites-vous? En fait, on a 2 actions qui sont un peu notre équilibre, un peu nos 2 pieds sur lesquels on repose à chaque escale. Donc on cible d'abord les pays qui sont le plus soumis à la pollution plastique et qui ont le moins de moyens de gestion des déchets. Okay. Donc en gros, c'est les pays qui contribuent le plus directement ou indirectement à la pollution de l'océan. C'est des pays dans lesquels les déchets sont mal gérés et où on en produit une certaine quantité. Et donc c'est des villes de pays en développement ou des zones un peu isolées dans lesquelles il n'y a pas de moyen de gestion des déchets. Donc les déchets sont soit enfouis, soit brûlés, soit entreposés dans des décharges à ciel ouvert et ils finissent un jour ou l'autre leur vie dans l'environnement et dans l'océan. Donc on a pris la carte de ces zones de pollution. On a mis par-dessus la carte de la piraterie pour éviter les zones où on ne pouvait pas aller et on a tracé le parcours du tour du monde. Comme ça. Donc ce parcours, il commence par la Méditerranée, qui est la mer la plus polluée du monde. La première escale, c'est le Liban. Donc on part de Marseille, on traverse la Méditerranée et on fait escale au Liban. C'est une escale qui m'a moi beaucoup marqué parce que c'est un pays qui depuis 2019 a explosé, littéralement, mais qui est en crise depuis quand même bien plus longtemps. Pas mal d'années, ouais. Et pourtant, c'est le pays de la démerde. C'est le pays des gens ils sont vraiment dans le partage, ils sont vraiment dans l'accès solution, avec un peu une abnégation éperdue. Enfin, c'est assez particulier et moi, j'en garde un souvenir incroyable. Avec une monnaie qui vaut plus rien, avec vraiment un rapport à tout ce qu'on connaît. Les services publics inexistants, l'argent dévalué, donc il n'y a plus rien, les gens se débrouillent tout seuls. Mais quand je dis il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a plus d'éclairage public, les gens ont des générateurs sur des parkings, et puis tu vas acheter, c'est un gars qui dort là-bas, et tu vas lui acheter un peu d'électricité, donc soit pour ton immeuble tous les 2 jours, tous les 3 jours, à telle heure, etc. Et donc il n'y a plus de service de collecte des déchets, il n'y a plus de police, il n'y a plus grand chose, quoi. Ouais. En fait, il y a toujours les services publics, sauf que les salaires sont tellement dévalués que la monnaie est tellement dévaluée que les salaires valent plus rien, et donc en gros un policier va gagner 70 € par mois. Du coup il va faire autre chose à côté. Et les gens du coup comme ça se débrouillent à développer des solutions pour résoudre des problèmes du quotidien. Et donc là-bas, on rencontre plusieurs gens hyper inspirants, dont Georges Bittard, qui est un entrepreneur que j'avais rencontré quelques années avant à Paris, j'avais croisé à Paris, et qui lui a développé une application pour aller chercher les déchets recyclables chez les gens au porte-à-porte gratuitement. Et en fait, quand on arrive, il a 20 000 utilisateurs. Aujourd'hui, il est à 60 000. Et donc, en fait, il s'est donné un peu pour mission de faire ce qui n'est plus fait du tout, c'est-à-dire collecter les déchets chez les gens. Et il emploie des centaines de personnes dans la ville. Donc c'est assez frappant, parce que je ne sais pas si c'est une initiative qui serait née en France comme ça. Parce que en fait, tu as un peu cette culture du c'est pas moi qui m'en occupe, c'est pas grave. Là-bas, c'est vraiment tout le monde est concerné par ce genre de sujet. Donc le Liban, c'est une escale qui a été géniale, grand plongeon dans le grand bain des solutions. Et pareil, on a découvert dans des camps anciens camps de réfugiés, Shatila, qui est assez connu tragiquement, donc camps de réfugiés syriens dans lesquels il y a une asso, un gars qui avait monté qui a monté une entreprise sociale qui emploie les jeunes plutôt que pour les sortir des marchés de la drogue, etc., dans lesquels ils sont
baigner tous les jours. Ils vont chercher les déchets au porte-à-porte dans le camp de réfugiés, qui est devenu une ville, dans la ville. Et puis ils le recyclent, ils font des tuyaux, des tuyaux pour acheminer l'eau douce dans le camp. Donc c'est un truc hyper circulaire l'eau douce et évacuer les eaux usées. Donc, c'est deux trucs qui nous paraissent normaux, mais qui sont quand même clairement pas des acquis partout. Ouais. Voilà, donc en gros, Liban, on se plonge dans ce que va être l'expédition par la suite. Et donc c'est un peu la douche froide. C'est sûr que moi, j'avais pas fait beaucoup de pays comme ça. Et à ce moment-là, c'est, je pense, un grand choc pour beaucoup. Et en même temps, c'est un peu très ça que vous alliez optimiste. chercher aussi. Oui, c'est exactement ce qu'on allait chercher. Mais bon, t'as beau être préparé, tu t'y attends pas forcément comme ça. Ouais. Et à côté de ça, des rencontres humaines vraiment incroyables. Et donc après le Liban, on est reparti vers Gibraltar. Donc sur la route, ça a été en Égypte, où l'escale a été vraiment compliquée parce que on était coincé dans le port d'Alexandrie. On s'est vraiment fait arnaquer par les autorités locales qui nous ont soutiré de l'argent et qui nous ont permis de faire 0 visite sur le bateau. Donc nos chiffres en gros d'escale ils sont à 0 et on a pu partir du bateau quelques jours pour aller rencontrer au Caire les Abalines qui sont une communauté à la base, une communauté chrétienne qui gère, donc ils sont 60 000 et ils gèrent à peu près les 2/3 des déchets de la ville du Caire, qui est énorme. Oui. Donc c'est vraiment une gestion informelle des déchets et donc ils ont des quartiers entiers dédiés au recyclage et tu as le bâtiment spécialiste du polystyrène, le bâtiment spécialiste de l'ABS voilà, et c'est assez fou. Donc tu as des gens qui sont spécialisés dans le tri, dans toutes les étapes du recyclage, tri, broyage, recyclage, lavage, etc. Donc ça, c'est une communauté qui est hyper inspirante, qui nous avait beaucoup inspiré pendant la préparation du projet, parce que puisqu'ils sont spécialisés dans le recyclage, ils ont développé des machines assez extraordinaires, mais sans jamais en faire les plans, les partager et penser à les répliquer. Parce que c'était pour leurs besoins. Et du coup, nous, ce qu'on a fait là-bas, c'est faire du rétro-engineering, donc déconstruire des machines pour en faire les plans et les partager aux gens ailleurs dans le monde qui avaient les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Et du coup, très riche comme escale, mais très compliqué d'un point de vue maritime. Et ensuite, on a fait escale en Tunisie, au Maroc, puis au Sénégal. Alors, je passe vite, mais je m'arrête quand même sur le Sénégal parce que c'est une escale, c'était pile il y a 1 an, en mars, il y a 1 an. Et c'est une escale qui arrive après toute une phase d'escale francophone, avec un peu de journaux en arabe qui parlent de nous. Donc on arrive entre le Maroc et le Sénégal à être vraiment attendu. Ces 2 dernières escales sont vraiment un peu plus importantes parce que on nous attend. Et au Sénégal, on a fait 1 mois d'escale là-bas et ça a tellement bien marché qu'on a déposé nos valises et on a laissé une équipe là-bas. Et aujourd'hui, on a un centre d'assemblage de containers de micro-usines de recyclage et on en aura 15 dans les 18 prochains mois installés partout au Sénégal. C'est un centre de formation, c'est une espèce d'école du recyclage qu'on monte là-bas et qu'on espère monter ailleurs dans le monde. Mais vraiment, c'est un peu l'endroit où l'équation est la plus mûre pour faire naître des micro-usines de recyclage. Donc entre-temps, notre concept évolue un peu, enfin notre idée évolue un peu et on se dit que c'est quand même malin de mettre en place des centres de recyclage clés en main, parce que même si on fournissait les plans des machines avant, il y a peu de personnes qui sont à la fois fabricants de machines et entrepreneurs. Du coup, les entrepreneurs fabriquent les machines et les fabricants fabriquent les machines, mais ils vont pas les utiliser derrière. Donc, en fait, on devient spécialiste de l'usine clé en main et surtout du business model qu'il y a derrière pour la rentabiliser. Et du coup, au Sénégal, en fait, c'est un contexte où il
il y a énormément de chômage, énormément de jeunes, énormément de déchets. Donc en fait, c'est vraiment... Ça, tu peux créer quelque chose, quoi. Voilà, et l'envie de bosser, l'envie aussi de dépolluer, et ça c'est vraiment un truc qui touche tout le monde là-bas. La pollution est vraiment frappante sur les plages. Donc c'est là que Simon a eu le déclic, sur la plage de Han, dans l'anse de Dakar. Mais même sans aller sur la plage, dans la ville, dans les déserts autour, c'est submergé de plastique. C'est-à-dire que tu as les travaux publics dans la ville, ils creusent le trottoir pour mettre un poteau. Sur 2 mètres, tu as une couche de terre, une couche de plastique, une couche de terre, une couche de plastique. Et c'est vraiment assez marquant, quoi. Ouais. Tu en vois partout. Et puis voilà, il n'y a pas d'eau potable, donc les gens consomment de l'eau dans des espèces de pochons, des poches. Et bon, derrière ça, il y a tout un truc où en fait, les fabricants de ces poches à eau sont pas des fabricants officiels pour la plupart. Du coup, ils mettent de l'eau pas potable dans du plastique pas hygiénique. Et donc, en fait, ça fait un truc un peu catastrophique. Du coup, il y a à côté de ça, plein de gens qui s'intéressent au zéro déchet, à la consigne. Il y a des fontaines à eau, il y a plein de solutions. Et toujours cet esprit de fabrication de machines où toutes les barrières qu'on peut connaître en France, en Europe, industrielles, certification, etc., elles n'existent pas. Donc, tu vas très très vite. Tu décides de fabriquer une machine, tu le fais, point. Tu le fais faire. Mais donc, quand vous arrivez là au Sénégal et même dans tous les pays, l'idée, c'est ce que tu dis à la fois quand vous posez un pied à terre, c'est d'aller rencontrer les personnes qui font sur place. Mais vous, avec le bateau, qu'est-ce que vous faites aussi ? Est-ce que vous les emmenez sur le bateau pour leur montrer ? Effectivement, tu disais parfois, on va s'inspirer de ce que vous avez fait au Liban et on va essayer de voir comment on peut répliquer tout ça. Mais ça demande du temps, ça demande parfois des moyens. Comment vous faites là aussi ? Parce que il y a un peu de ce qu'a fait Corentin avec le Nomade des mers, au final, avec toutes ces low-tech, et tu vois tous les gens qui se débrouillent, et c'est ce que tu es en train de raconter. Mais concrètement, vous, avec le bateau, il se passe quoi ? C'est parce que c'est pas juste aller faire une escale à chaque fois, tu vois. Oui, je me suis un peu perdu. J'ai commencé par dire que... Non, mais tu fais un peu vers ça, et c'est juste pour qu'on comprenne exactement ce que vous faites, quoi. On a 2 actions. Une qui est vraiment sur le recyclage, dont j'ai pas mal parlé. L'idée, c'est vraiment de former des entrepreneurs locaux, donc qu'on sélectionne à l'avance. Ils viennent sur le bateau passer un stage intensif, en gros, où on étudie avec eux les business models, et nous, on les forme sur l'utilisation des machines de recyclage. C'est des principes industriels, mais réplicables chez eux. Donc ça, c'est vraiment la partie recyclage. Donc c'est une école de formation mobile. Ouais, exactement. C'est un bateau, école de formation, ça. Quoi. Ok. Et là-dessus, donc nous, on a appelé cette partie-là, donc tout ce qui est recyclage, on a appelé ça clean up the past, dans le sens où vraiment on agit sur les déchets qui ont déjà été produits et qui sont dans la nature aujourd'hui, qui peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux objets. Aujourd'hui, c'est juste pas le cas. Donc, on fabrique du nouveau plastique en continu. Et ça, il y a beaucoup de gens qui nous disent non, faut pas parler de recyclage, faut arrêter d'en consommer. Oui, mais dans ces pays-là, juste tu croules sous les déchets plastiques, donc plutôt que d'aller en fabriquer du nouveau, utilisons celui qui est déjà là. Et puis nous, on favorise on travaille que sur des produits à longue durée de vie. Donc c'est des planches pour faire des tables comme celle-là, des matériaux de construction, des tuiles, faire une maison en fait pratiquement en plastique, complètement en plastique. Donc on n'est pas du tout dans les jeux pour enfants, les trucs jetables, le consommable. L'idée c'est vraiment de donner 30, 40, 100 ans de vie à un déchet, quoi. Et la deuxième partie, donc ça c'est Clean Up the Past, et on a une autre partie qu'on a appelée Build the Future, donc construire l'avenir, et elle qui est vraiment tournée vers la réduction de l'usage du plastique, et qui s'adresse au public et plus particulièrement aussi aux enfants. Donc on a un programme pédagogique qui embarque des classes à travers le monde et des enfants, en physique pendant les escales, on accueille des élèves. On a un programme avec les classes et les écoles donc, qui suivent des défis et qui communiquent avec les autres classes dans le monde. Parce que les enfants sont ultra alertes en fait sur ce sujet-là, ils sont pas comme nous en fait. Eux ils sont nés dans un monde où on croule sous les déchets, ils savent déjà que c'est un problème. Et en fait ce qu'il faut essayer de faire, c'est le lien entre cet état d'alerte qu'ils ont
à se dire c'est un problème, et leur quotidien. Et aujourd'hui, il manque un peu ce trait d'union-là. C'est-à-dire que les enfants, ils nous disent le plastique, c'est pas bien, il y en a plein dans l'océan, mais ils voient pas le lien avec le plastique qu'ils consomment tous les jours à l'école, etc. Donc, en tout cas, ils le voient pas directement parce qu'ils sont aussi baignés dans une civilisation de plastique. Du coup, l'idée, c'est de faire un peu le lien direct entre ça et dire, en fait, tu vois, tu peux changer quelques trucs simples pour éviter que justement ce plastique que tu dessines avec les poissons, il aille les tuer. Donc vraiment, on a une action pédagogique en physique et en digital, donc il n'y a pas trop de frontières, et qui a pour objectif de faire de la sensibilisation à travers on a un escape game digital qui s'appelle Code Océan, qui est à destination des profs et des élèves, donc tu peux vraiment faire un programme pédagogique en classe. Donc, c'est un truc qu'on a fait avec le ministère de l'Environnement et la Fondation de la Mer. C'est un truc labellisé, donc qui marche très bien, qui est vraiment, vraiment chouette, et qui se sert encore une fois de l'expédition comme vecteur de rêve, tu vois, pour les enfants. C'est l'histoire du capitaine Moustache qui est sur le bateau et qui vient te faire découvrir les solutions pour retirer du plastique de ton quotidien. Donc ça se passe sur le bateau et c'est encore une fois, on se sert de ce voyage, de ce bateau, de cette aventure dont il est plus facile de parler pour faire de la sensibilisation plutôt que juste de parler de décharge et de matières recyclées. Carrément. Donc voilà, en gros, on a ces deux trucs: Clean Up the Past pour le recyclage du plastique existant et Build the Future pour l'avenir. Alors dans Build the Future, il y a plein d'autres actions, mais qui sont beaucoup liées aussi au changement du comportement, parce que en fait, on réalise que t'as beau avoir des solutions, il en existe plein des alternatives au plastique, mais ce qui freine les gens, c'est souvent la résistance au changement un peu native qu'on a dans nos cerveaux. Donc, c'est une espèce de clé, de cadenas à déverrouiller pour faire changer les comportements de chacun. Ça nous concerne tous. C'est assez marrant parce que les schémas se répètent en fait. Si tu as déjà essayé de manger de la viande, de manger moins de viande ou d'être végétarien ou de changer un truc profond, tu passes par des étapes, mais même quand tu arrêtes de fumer, il y a vraiment les mêmes étapes systématiquement dans le cerveau humain qui se motive, puis après qui voit plus l'intérêt, puis après qui s'y remet, mais il faut un espèce de... il y a de quoi hacker le problème et du coup arriver à franchir ces étapes plus facilement pour aller vers un changement de comportement drastique. Bon, alors je vais effectivement aller un petit peu vite parce qu'il y aura plein de choses à raconter comme tu l'as dit. Donc si on va à ce que vous avez fait récemment, c'était le défi de nettoyer une île, et si je ne m'abuse, la plus polluée au monde. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi? Est-ce que vous avez réussi et comment ça s'est passé? Écoute, oui, entre Dakar et Henderson, on a fait la traversée de l'Atlantique et la partie Amérique latine, où on a découvert énormément de choses, notamment, je disais tout à l'heure, on peut fabriquer une maison avec du plastique. En Colombie, c'est le cas. Il y a des maisons qui sont fabriquées par un entrepreneur, enfin par plusieurs entreprises, 100% à partir de plastique, et c'est incroyable. C'est assez incroyable parce que le plastique est isolant. Enfin, en fait, il y a énormément de qualité avec des déchets plastiques. Tu peux faire des trucs assez incroyables. Donc, on a continué d'enrichir ce catalogue de solutions. À chaque escale, on a fait de plus en plus de formations. On est arrivé même dans des escales où, au lieu de 10 entrepreneurs, on en avait 200. Enfin, des trucs assez incroyables. Et on a passé le canal de Panama en décembre pour aller droit vers le Pacifique en janvier. Et donc, en février, il y a quelques semaines, enfin quelques jours, on a fait escale sur l'île la plus polluée en densité, enfin la plage la plus polluée en densité du monde. Et c'est une plage donc sur laquelle des relevés ont été faits. C'est une plage d'une île protégée par l'UNESCO. C'est une plage sur laquelle il n'y a jamais eu d'habitants avec du plastique. Il y a eu des siècles pendant lesquels les peuples polynésiens y ont vécu, mais a priori ils n'avaient pas de plastique. et en fait elle est protégée, donc personne n'a le droit d'y mettre les pieds. C'est une zone dans laquelle à 200 000 des côtes il n'y a pas le droit de pêcher, et pourtant elle est ravagée par les déchets plastiques. Donc on a su ça parce qu'il y a eu des expéditions en 2013, 2015, 2019 qui ont fait des mesures. C'est là qu'il y a eu des gros titres sur cette île-là, qui appartient à l'archipel Pitcairn.
c'est l'île Henderson, qui appartient à l'archipel Pitcairn, cet archipel appartient aux Anglais, il est sous l'égide de la Nouvelle-Zélande, il est géré par la Nouvelle-Zélande, mais c'est des eaux anglaises. Et donc on avait aussi vu en 2019 une expédition qui avait été pour nettoyer la plage, mais qui n'avait jamais réussi à sortir les déchets de l'île parce que ils n'avaient pas bien réfléchi au truc, mais en fait c'est assez compliqué, c'est assez extrême les conditions là-bas. Tu as une barrière de corail qui protège la plage de l'océan, c'est vraiment le dernier point avant le Chili, en fait, entre Tahiti et le Chili. C'est vraiment le dernier point le plus à l'est de la Polynésie, qui n'est pas en Polynésie d'ailleurs, encore plus loin, à 3 jours de navigation du point le plus à l'est de la Polynésie. C'est loin. Et en fait, donc c'est l'océan, c'est le milieu de l'océan, et la plage est protégée par une barrière de corail, est un récif assez intense qui protège la plage la plus exposée, donc la plage est de cette île-là. Et à côté de ça, c'est une île qui est protégée parce que, pour sa beauté, pour ses espèces endémiques. Il y a 5 espèces d'oiseaux qui n'existent que là dans le monde, et pourtant c'est une petite île. Donc c'est un peu un des derniers bijoux intacts du monde, et pourtant qui croule sous les déchets plastiques. Et en fait, traverser ce récif corallien, c'est très dangereux et c'est très compliqué. Et en 2019, l'expédition qui a essayé de nettoyer cette plage, mais qui a essayé de traverser le récif, n'a pas réussi à y sortir. Ils sont retournés dans les vagues, et ils ont dû abandonner, dormir sur place et puis laisser les déchets là. Donc pendant 5 ans, les déchets sont restés dans des sacs, des big bags. Et nous, on y est allé cette année. Et on a retrouvé les big bags, évidemment, éventrés, des soupes de déchets dans le sable, voilà. Mais alors, donc vous avez passé la barrière ? Et du coup, nous, on avait quand même réfléchi à cette histoire de barrière. Et on avait beaucoup, beaucoup réfléchi, même avec des idées les plus folles qu'on peut imaginer. Et en idées folles, on est pas mal. Donc, on avait plusieurs plans, A, B, C, D. Et donc, on a réussi à tester tous les plans. Tous ont fonctionné. Et d'abord, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu un créneau météo qui nous a permis de traverser le récif sur une passe, au niveau d'une passe dans le récif qu'on avait identifiée par drone. On est allé plonger là-bas pour y mettre un mouillage, et on a tiré un câble entre l'extérieur du récif et la plage. Enfin, un câble, un bout. Et on avait un treuil, donc on avait quand même beaucoup de matériel qu'on avait chiné avant. On avait un treuil à essence sur la plage pour pouvoir tirer la plateforme avec un système de va-et-vient et la faire traverser le récif à l'endroit de la passe, donc sans abîmer le récif, sans toucher le récif, et pour la mettre à l'extérieur, côté océan, qu'elle puisse ensuite être tractée par notre Zodiac 1000 Pro pour l'amener sur le bateau, router sur le bateau, puis les déchets étaient broyés, lavés et transformés en planches. Donc on a mis tout ça en œuvre. Et d'abord, on a eu beaucoup de chance sur le temps puisqu'on a pu traverser le récif, pas eu des trop grosses vagues, mais un jour quand même, on a eu du gros vent et on pouvait plus traverser le récif, et on avait prévu un truc un peu dingue. On s'est dit, si on peut pas traverser le récif par la mer, il faut qu'on passe au-dessus. Et donc on avait fait pas mal d'essais, on a acheté des vieux parachutes ascensionnels, et on a tracté avec le bateau un parachute ascensionnel face au vent pour faire voler les déchets sur un espèce de radeau flottant qu'on a fabriqué aussi. Donc il faut imaginer un big bag qui vole à 50 mètres au-dessus du récif et qui se pose de l'autre côté tout doucement. C'est incroyable. Et donc c'est pour ça, c'est assez dingue, on n'avait pas de treuil. Du coup on avait transformé une moto qu'on a soudée au pont du bateau, on a enlevé la roue arrière, on a fabriqué un tambour, un enrouleur, on a mis la chaîne dessus, le frein, l'embrayage, tout ça, et en fait c'était le treuil de la moto qui tirait le parachute depuis le bateau mais sur la plage. Et en fait ça a super bien marché. Bon, évidemment on s'est planté plein de fois avant, mais on a fini par réussir à le faire. Et je pense que c'est un truc qu'on pourra répliquer. Les Polynésiens étaient assez intéressés par ça parce que dans les atolls, l'accès à la plage intérieure de l'atoll,
hyper compliqué du coup faire traverser les déchets enfin c'est assez compliqué, tu as souvent une passe mais qui est compliqué à franchir aussi. Du coup les faire traverser comme ça c'est assez malin. Et puis dans les zones les plus extrêmes voilà. En fait c'est anecdotique, mais c'est encore une fois pour montrer que il y a des solutions simples qu'on peut déployer sur des problèmes très compliqués. Et qu'en plus si tu es créatif c'est assez marrant à faire. Donc voilà, le recyclage et la collecte des déchets c'est pas un truc ennuyeux et voilà, c'est un truc génial. Et en fait donc on a passé 8 jours sur cette plage. Évidemment c'est tout un travail en amont de préparation, un permis pour avoir le droit d'y aller, et on a retiré quand même à main nue 9,2 tonnes de déchets, 9,3 et on en a recyclé sur place 2 tonnes à peu près. Voilà, donc c'est quand même une belle réussite. On était clair. En fait pas sûr d'y arriver, donc c'était chouette d'y arriver. Et puis c'est l'autre bout du monde, c'est une île sur laquelle il y a que des scientifiques qui vont de temps en temps, c'est-à-dire personne. Donc les animaux, les oiseaux, les poissons ont jamais vu d'humains. Donc une relation au vivant qui est assez unique, en tout cas pour moi. Et donc voilà, tu fais des face à face avec des oiseaux, des rencontres où les oiseaux, les poissons viennent te voir comme si ils voulaient vérifier que t'es pas un sandwich, qu'ils ne pouvaient pas te manger, et puis après ils s'en vont. Donc t'as vraiment une relation au vivant qui est assez exceptionnelle, surtout sur une plage quand on arrive, elle est ravagée par les déchets. Donc les déchets sont répartis partout sur l'île, sur la plage. Il y a 1500 bouées de pêche qu'on retrouve. Il y a des DCP, c'est des dispositifs flottants qui sont utilisés par les bateaux de pêche, les seineurs, pour attirer les poissons en mer. Donc au milieu de l'océan, comme t'as pas d'écosystème, les poissons, c'est difficile de les trouver. Du coup, ce que font les bateaux de pêche, c'est qu'ils fabriquent une espèce de radeau avec un gros filet qui pend sur des dizaines de mètres de profondeur et une balise en surface. Donc le radeau c'est en plastique, les filets c'est en plastique, voilà. Et donc ça accroche des algues et des écosystèmes, ce qui font que l'écosystème se développe en quelques mois, et après tu as des bancs de thon qui viennent manger autour, quoi. Et ça on en a retrouvé je sais plus, une dizaine, voilà. Et il faut les désensabler, couper les filets, trier les différents types de plastique. Ces trucs qui pèsent un âne mort, mais littéralement c'est des centaines de kilos. Voilà, ça c'était vraiment très physique, très compliqué. Il faisait hyper chaud. C'est une plage paradisiaque sur le papier, mais en réalité qui est quand même très dure pour faire ce genre de travaux. Et donc on y a passé 8 jours pour nettoyer cette plage, corriger un peu ce qui avait été fait en 2019, retrier les déchets et remarquer tout ça. Et quand on a quitté la plage, donc on a traversé pour la dernière fois le récif, on a vu une tortue qui remontait sur la plage, et en plus c'était une tortue mâle, donc normalement c'est les femelles qui viennent pondre, c'est les femelles qui viennent pondre, donc c'est beaucoup les femelles qui viennent sur les plages. Les mâles c'est assez rare. Et en fait les oiseaux nicheurs, les bébés qu'on avait vus qui descendent du haut de la plage où ils avaient fait leur nid entre deux bidons de plastique, et en fait vraiment cette sensation que la nature reprenait ses droits sur cette plage qui, pour quelques années j'espère, a retrouvé son naturel sans plastique. Hyper émouvant d'avoir la tortue qui arrive sur la plage, c'est génial je trouve. Ouais, c'est un moment assez unique. Ce qu'on a fait ensuite était assez émouvant aussi. On est allé sur l'île habitée de cet archipel, qui a une nuit de navigation à peu près, qui s'appelle donc Pitcairn. La ville c'est Adamstown, et c'est des Anglais qui vivent, c'est des descendants des mutinés de la Bounty. Vraiment un bateau qui a été envoyé par les Anglais en 1787, qui est arrivé sur la Bounty en 90 après avoir été mutiné. Donc une partie de l'équipage a été débarquée, le commandant a été débarqué, et il y a une partie de l'équipage qui a repris la main sur le bateau et qui est allé s'évader, quoi. Et donc ils sont allés se cacher sur cette île-là qui était à l'époque mal cartographiée. Donc ils ont fait un tour de Polynésie, ils ont cherché un endroit où se cacher, et ils ont fini sur Pitcairn. Donc depuis, il y a une seule famille qui descend là, on a la 6e génération. Et aujourd'hui ils sont 40 sur l'île. Ils sont ravitaillés une fois tous les 3 mois par un bateau néo-zélandais, et c'est assez incroyable. Il y a eu énormément d'histoires autour de cette île aussi, et d'histoires dramatiques, parce que il y a eu des procès pour
viol, pédophilie, et enfin c'est vraiment très très particulier comme concept, comme contexte. Et moi, bêtement, en plus, quand j'avais entendu parler de ces procès-là, je me souviens que c'était des procès internationaux où en fait leur défense, c'était pas de dire on l'a pas fait, c'était de dire en fait on ne répond pas aux lois anglaises parce qu'on est un peuple qui appartient à personne, qui est sur une île exilée, et donc notre société est différente, et donc c'est pas les mêmes lois. Et moi, bêtement, je m'étais imaginé des aborigènes, tu vois, qui chassaient à l'arc et à la flèche. Et en fait, quand tu arrives là-bas, c'est des Anglais. Ouais. C'est des Anglais, moitié polynésiens. Ils ont un drone. Quand tu arrives en bateau, ils viennent te voir en drone. Génial. Et en fait, ouais, c'est assez marrant, bêtement. Mais je pense que plusieurs personnes ont fait même amalgame. Mais du coup, la première personne qui t'accueille, c'est le mec qui a été condamné, quoi. Trop sympa. Trop sympa. Mais quand tu dis, attends, tu t'appelles comment ? Tu m'as dit que tu t'appelais comment ? Ah, je te connais. Oui, c'est toi, oui. Ok, alors on va essayer de voir quelqu'un d'autre. Ouais. Mais le truc quand même important pour nous, c'était qu'eux, ils nous ont beaucoup aidé à sortir une partie des déchets de l'île, parce qu'on a trouvé plus que prévu. Il y a le bateau néo-zélandais, il passait par là, et ils nous ont évacué, je sais plus combien, genre peut-être 4 tonnes de déchets, et 1500 bouées. Ouais. Et nous, on n'aurait pas pu embarquer tout ça sur le bateau. On aurait dû faire 2 allers-retours, ça aurait été vraiment compliqué. Et on devait les récupérer, ces déchets, en repassant par Pitcairn. Et en fait, ils les avaient stockés dans un espace de stockage qui avait été créé en 2019 pour l'expédition qui était censée aller nettoyer l'île. Ils avaient eu un énorme broyeur pour les broyer et les transformer. Et ils s'en étaient jamais servis. Donc en fait, nous, on pensait retrouver les big bags sur le quai en attente de réembarquement sur notre bateau. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils avaient monté à 400 mètres de haut sur le landfill, la décharge qui est hyper propre, qu'ils avaient fabriquée. Ouais. Et donc ils avaient stocké là en attente de les transformer. Et ils voulaient plus qu'on les reprenne parce qu'ils voulaient réutiliser les bouées, réutiliser les filets pour faire des poulaillers, et se sentir impliqués dans cette démarche-là. Ils nous ont dit, d'ailleurs, ils ne croyaient pas du tout à ce qu'on allait réussir à nettoyer cette plage. Mais du coup, ils étaient très heureux, et leur façon de nous remercier, c'était de dire en fait, on les garde, et c'est notre problème, on les utilise, on les recycle. Et voilà, du coup, pour finir l'histoire, on a passé une semaine là-bas. Moi, je suis parti au bout de 3 jours, mais on a fabriqué des objets en plastique recyclé, des tables, des chaises, des ruches. On a même fabriqué une chaise géante qui est un peu à destination des touristes, parce qu'il y a quelques bateaux de croisière qui vont là-bas chaque année, et c'est des déchets donc de l'île Henderson, qui ont fait un peu un monument, qui font un peu un monument sur Pitcairn, et qui ont une histoire et qui ont vocation à faire parler de cette île dépolluée qui était remplie de déchets. Donc faire de la sensibilisation. Du coup, on a fait des trucs magnifiques d'ailleurs. Ils ont pas mal d'équipements de menuiserie, ce qui fait qu'on a pu poncer les planches de plastique recyclé. On voit les morceaux de plastique de couleur qui ressortent. Enfin, les trucs sont magnifiques et en plus utiles parce que c'est des demandes de la communauté. Donc voilà, en gros, la boucle est bouclée. Il nous reste pas mal de ce plastique-là qu'on va pouvoir recycler et qui a, je pense, une grande valeur, en tout cas sentimentale pour nous. Et c'est un peu vraiment un échantillon du déchet qu'on retrouve sur une île où personne n'habite, protégée, et au milieu d'une zone protégée. Donc en théorie, c'est pas censé être pollué. Ce qui est un peu hallucinant, c'est de se dire que cette tête d'épingle, qui est cette mini-île au milieu de l'océan Pacifique, rassemble des tonnes de déchets sur une de ces plages. Ce qui veut dire, encore une fois, que sous les vagues, sous l'océan, c'est une catastrophe à échelle océanique, échelle mondiale. Voilà, c'est un symbole. D'habitude, on fait pas d'action de collecte comme ça, mais là, c'est vraiment un symbole pour lancer un message et dire, en fait, arrêtons de polluer, trouvons des solutions, développons des solutions à terre, parce qu'il est urgent d'agir. La tête d'épingle au milieu du Pacifique qui est recouverte de déchets, c'est pas normal. Et en fait, c'est en train de tuer les derniers écosystèmes intacts qui existent sur Terre. Clairement.
Ça fait 1 heure qu'on échange. Waouh. C'est pas que je veux pas abréger les échanges, mais Si, il y a quand même un timing à respecter, je crois. Non, j'ai pas demandé combien vous étiez dans l'équipe aussi, parce qu'il y a effectivement là, on peut évidemment, j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux, sur le site et notamment sur Insta entre autres, mais de vous suivre parce que c'est cette sensibilisation-là que vous faites entre guillemets à distance, tu vois, via la com. Est-ce que vous avez, tu l'as dit, vous avez maintenant il y a des équipes au Sénégal, vous en avez encore en France, j'imagine. Voilà, combien vous êtes pour faire tourner tout ça? On est, je pense, si on compte tous les gens qui travaillent tous les jours pour le projet, on est à peu près 30, 35. Ouais. Et aujourd'hui, on est pas mal présent en France, malgré le fait que le bateau soit en Polynésie. Ouais. Mais donc, on a une équipe qui travaille notamment sur la partie sensibilisation, pédagogie. Toute la communication aussi est basée ici. L'équipe support est basée ici à Darwin. Ouais. Et on est, je pense, du coup, une dizaine à terre, une vingtaine embarqués qui tournent. Ouais. Donc oui, on nous suit un peu de partout. Et aujourd'hui, on peut nous suivre un peu de partout. Aujourd'hui, on essaie de s'internationaliser parce que finalement, on a un projet français, mais qui s'adresse à un problème international, donc on n'avait pas vocation à rester sur les frontières françaises. En plus, on a eu peu de support en France. Peu de support, pas en France, mais du gouvernement et tout ça. Donc, alors, on a plein de partenaires en France, mais privés. Ouais. On a des donateurs en France, on a des mécènes, on a des sponsors, et ils nous suivent beaucoup. C'est grâce à eux qu'on est là. D'ailleurs, je les remercie. Mais le gouvernement, on s'attendait à ce que une expédition d'exploration comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France, encore moins, ce soit un peu plus, disons, utilisé. Finalement, pas du tout. Du coup, un peu frustré d'avoir passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à franciser ce bateau, à lui donner le pavillon français, pour finalement, c'est le pavillon le plus compliqué parce qu'il est plus contrôlé, le plus cher, enfin voilà, pour finalement... peu de retour. Ouais. Du coup, c'est pas du coup, mais on s'internationalise. Et là, on est en train de lancer, on essaie de planter une graine aux États-Unis avec un contenu qu'on espère bientôt sur Netflix. Alors, on a un gros partenariat avec Canal+ et Vivendi en France. Donc, on a un premier documentaire qui est sorti l'année dernière sur tout ce que j'ai raconté là, la préparation jusqu'à la fin de la première année d'expédition. Et c'est un docu que j'adore. Pas parce que c'est sur nous, mais parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. Il transcrit exactement ce qu'on est et ce qu'on fait. Et là, on est en train de tourner le 2e épisode de ce documentaire. Donc, ce sera un autre épisode sur Canal+. Trop bien. Et on espère pouvoir aussi faire un contenu anglophone. Ouais. Et là, on est en train de travailler sur ça. Donc, l'occasion de l'escale... un peu spécial à Henderson, ça a été l'occasion de faire venir aussi un réalisateur américain. Okay. Et on espère que ça va nous ouvrir quelques portes outre-Atlantique. Carrément. Nous, à titre perso, à titre d'individu, comment on peut soit aider, soit participer à cette grande aventure? Eh ben, j'ai passé 1 heure à expliquer le projet parce que c'est un sujet un peu compliqué. La facilité, c'est de lire les gros titres des médias et se dire, en fait, je vais aller... collecter les déchets en mer ou soutenir des trucs comme ça. C'est un sujet qui est complexe, donc qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus longtemps. Et après, chacun peut nous aider en partageant ce message-là et dans toute sa complexité et à la manière de chacun. Mais voilà, partager le mot et partager le projet, puis le suivre, parce qu'il y a plein d'éléments. On a une web-série tous les mois, on a énormément de choses sur les réseaux sociaux et en ligne. Et donc aller découvrir, aller s'intéresser au sujet et le suivre, ça nous aide beaucoup. On a aussi des campagnes de dons. On a aussi on cherche aussi des partenaires privés régulièrement. Donc c'est comme ça qu'on peut faire vivre ce projet. Ouais. Et donc le message à faire passer, c'est quoi? Recycler plus? Arrêter d'utiliser du plastique? C'est quoi le message? C'est arrêter d'utiliser du plastique sur des durées de vie courtes. Et pour le plastique qui existe déjà, je le souligne parce que il ne faut pas juste dire recycler plus, parce qu'il y a une tendance à faire un amalgame et dire alors si on recycle plus, on va consommer plus. On parle du plastique qui est déjà dans la nature et qui est déjà inévitable. Celui-là, il faut le recycler, il faut lui donner une nouvelle vie pour précisément éviter d'en produire de nouveau. Voilà. Et à l'échelle de chacun, c'est de travailler sur son
comportement pour utiliser de moins en moins de plastique. Et il y a un truc qu'il faut essayer de se dire, c'est que souvent la réponse qu'on a, enfin la facilité qu'on a tous, c'est de se dire oui mais moi j'utiliserai moins de plastique quand on m'en vendra moins au supermarché, donc quand les industries arrêteront de faire des pots de yaourt individuels moins chers que les pots de yaourt en verre par exemple, ouais, ou les gros, voilà, les grands formats. Et en fait, ça fait partie d'un triangle de l'inaction que tout le monde utilise. C'est-à-dire que le consommateur dit en fait, j'attends que l'industriel me mette à disposition un truc logique, plus écolo, etc. Et du coup, c'est pas à moi d'agir. L'industriel dit moi, j'attends que le législateur m'oblige à le faire et oblige les consommateurs à acheter en plus gros, etc. Et le législateur dit moi, j'attends que le consommateur se sente concerné et vote en gros en ce sens-là. Et du coup, personne ne fait rien. Donc, pour éviter ça, il faut essayer de chacun d'agir à son échelle. Merci beaucoup, Alex. Merci Théo. Et puis on va continuer de suivre l'aventure parce que le bateau a encore... Le bateau a encore 1 an et demi de tour du monde. On est à la moitié. Merci. Bien. Merci, à très vite. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'est un plaisir d'avoir reçu Alex sur le pompon. J'ai suivi l'aventure Plastic Odyssey depuis qu'ils ont récupéré le bateau, ai suivi leurs péripéties et je suis hyper content de les voir naviguer aujourd'hui. Cet épisode a été enregistré dans le cadre du Podcaston, le premier événement caritatif qui rassemble des podcasts francophones. Alors je vous invite à aller sur le site du Podcaston pour découvrir d'autres podcasts et d'autres associations ONG soutenues. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou en parlant autour de vous. Cela aide grandement le podcast à se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du pompon et surtout, d'ici là, soutenez les associations qui vous tiennent à cœur, elles en ont bien besoin. À très vite.